Alors, bienvenue dans ce cours sur les séries entières. Et le prérequis numéro 1 pour ce cours, c'est de bien maîtriser les séries de fonctions, ce qui suppose dans un premier temps de bien maîtriser les séries. Et de manière générale, il faut aussi bien maîtriser les notions qui concernent les fonctions de la variable réelle, continuité, dérivabilité, etc. Et je voudrais commencer par vous présenter un certain nombre d'éléments sur les séries entières, de motiver leur importance, enfin plutôt de présenter leur importance à la fois dans des domaines un peu applicatifs, dans d'autres branches des mathématiques et pour certaines questions plus fondamentales des mathématiques. Avant toute chose, un petit peu quelques éléments de réflexion autour des séries entières. Donc vous avez vu que si une fonction f est de classe CP, disons en un point x0, alors vous pouvez faire un développement limité de f. Donc pensez par exemple à l'exponentielle, qui est de classe C infinie. En 0, elle vaut 1. Et donc, si vous deviez dire à quelqu'un, donner une approximation de l'exponentielle en 0, vous diriez, bon bah voilà, exponentielle de 0 égale 1, proche de 0, bah, l'exponentielle est proche de 1. Okay, donc ça, c'est une bonne approximation de l'exponentielle par une fonction constante, proche de 0 égale 1. Bien sûr, cette approximation devient complètement nulle dès qu'on s'éloigne de 0. Et ça vient du fait donc, que, par exemple, l'exponentielle de x, c'est 1 plus petit o de 1. C'est une manière d'exprimer, c'est le développement limité à l'ordre 0 de l'exponentielle. De manière plus générale, si une fonction est de classe CP, en fait dérivable p fois, vous avez le développement limité, f de x, vous savez que vous pouvez faire le développement limité a0 plus a1x plus etc. plus ap x puissance p plus petit o de x puissance p. Donc vous avez le droit à ce développement limité. Alors pardon, ça c'est au voisinage d'un point x0, donc c'est, pour être tout à fait précis, plus a1 x moins x0 plus a2 x moins x0 au carré, plus etc., plus ap x moins x0 puissance p, plus petit o de x moins x0 à la puissance p. Donc pour l'exponentielle, disons en 0, bah voilà le développement limité à l'ordre 1. Donc c'est, autrement dit, on est en train de dire que la meilleure approximation de l'exponentielle par une fonction constante au voisinage de 0, c'est la constante égale 1. Bien sûr, on peut considérer qu'on peut peut-être améliorer un petit peu cette estimation et dire faisons un développement limité à l'ordre supérieur. À l'ordre supérieur, ça vous donne 1 plus x plus petit o de x. Et donc, ce qu'on est en train de dire, c'est que on peut approcher la fonction exponentielle par une fonction affine, qui est la fonction, alors peut-être il est temps que je trace l'exponentielle, que je la trace correctement si possible. La fonction exponentielle, je vais la tracer en rouge. Voilà pour la fonction, pas vraiment une croissance exponentielle, voilà. Et donc, première proposition d'approximation par une fonction constante, c'est la fonction constante égale à 1. Seconde proposition, c'est la fonction affine 1 plus x. Donc vous voyez que cette approximation est quand même déjà plus intéressante au voisinage de 0, mais bien sûr elle devient aussi assez catastrophique dès qu'on s'en éloigne. C'est une approximation locale, c'est un développement limité. Mais on peut continuer, donc on peut ensuite dire que exponentielle x c'est 1 plus x carré sur 2 plus petit o de x carré. Et donc là on a une approximation par un polynôme d'ordre 2. Alors, je ne sais pas exactement ce que fait ce polynôme, mais on peut essayer de... Là, ça va être un tracé complètement approximatif, mais vous allez avoir par exemple quelque chose qui fait comme ça, certainement plutôt comme ça, j'imagine. Et donc voilà, vous avez une approximation qui est encore un petit peu meilleure. Et on peut même donner on peut même quantifier cette idée que quand on fait un développement limité à l'ordre p, eh bien, on a la meilleure approximation au voisinage du point x0 qui nous intéresse de la fonction par un polynôme de degré p. Donc ça, c'est un résultat très fort en fait sur les développements limités qui vous dit que, ce résultat qui vous dit que finalement une fonction au voisinage d'un point, c'est à peu près un polynôme
Et en augmentant le degré du polynôme, vous améliorez l'approximation. Mais pour l'exponentielle, on sait qu'on a même un peu mieux que ça. Parce qu'en fait, pour l'exponentielle, d'une certaine manière, l'exponentielle, c'est... Alors, je vais utiliser ce terme-là une fois, mais je ne devrais pas. C'est une sorte de polynôme infini. Finalement, on peut continuer cette somme jusqu'à l'infini, et on obtient exactement l'exponentielle. Donc ça, c'est une propriété complètement incroyable, en fait, quand on y pense. Donc, l'exponentielle n'est pas un polynôme, mais elle s'approche par des polynômes. Et donc, finalement, on peut se poser la question, quand on voit ça, est-ce que finalement, c'est pas vrai de toute fonction? Parce que toute fonction, par exemple, de classe CP, s'approche par un polynôme de degré P. Enfin, c'est le développement limité. Donc, est-ce que, plus généralement, des fonctions, par exemple, de classe C infinie, on voit qu'il faut au moins demander qu'on soit dérivable une infinité de fois, est-ce qu'on peut toujours écrire ces fonctions au voisinage d'un point? Est-ce qu'on peut toujours dire, voilà, je me donne f, c infini, est-ce que je peux toujours dire x0 appartenant à R sur lequel elle est, sur l'intervalle sur lequel la fonction est définie, est-ce que je peux dire que f de x, c'est la somme de n égale 0 à plus l'infini de certains an, x moins x0 puissance n? Au moins proche de x0. Alors pourquoi je voudrais faire ça? D'abord parce que ça me donne une formule pour la fonction, qui peut peut-être être intéressante, et d'autre part parce que si j'ai le droit à cette formule, on sent bien qu'il va y avoir plein de propriétés de la fonction qui vont apparaître. Notamment, on va pouvoir avoir des formules pour sa dérivée. On a automatiquement un développement limité, puisqu'on voit que d'avoir le développement limité, ça consiste à tronquer cette somme à un certain ordre. Et donc, de manière générale, ce serait agréable que toute fonction C infini s'écrive comme ça. Malheureusement, c'est faux. C'est pas le cas. Et en fait, les fonctions qui s'écrivent comme ça sont des fonctions particulières. On va voir dans le cours sur les séries entières qu'on appelle développables en série entière en x0, ici. Donc c'est une notion qui dépend d'un point x0, et puis on peut espérer qu'une fonction le soit pour tout x0. Dans ce cas-là, on va dire qu'elle est simplement développable en série entière en tout point, ou un terme qu'on n'utilisera pas ici, mais analytique. Et donc c'est très important de voir que demander à une fonction de pour tout x0 pouvoir s'écrire comme ça, au moins proche de x0, c'est beaucoup plus que lui demander que d'être de classe C infini. Beaucoup, beaucoup plus. On verra un contre-exemple du fait qu'effectivement, si on est C infini, on ne peut pas nécessairement s'écrire comme ça. Donc vous voyez que même si c'est beaucoup plus fort, même si toutes les fonctions de classe C infinie ne s'écrivent pas comme ça, on a quand même envie d'étudier ce type de fonction parce qu'on a en tête beaucoup de fonctions usuelles qui s'écrivent comme ça. L'exponentielle, c'est le cas de cosinus, de sinus. Log, vous avez pour tout x appartenant à moins 1, 1, donc au moins proche de 0, vous avez log de 1 plus x égale la somme de n égale 0 à plus l'infini, n égale 1 plus l'infini des moins 1 puissance n moins 1 plus 1, disons x puissance n sur n. Vous avez aussi une expression du log en fonction de quelque chose qui s'écrit de la forme somme des an x puissance n. Donc vous voyez, il y a quelque chose d'assez fondamental pour un certain nombre de fonctions usuelles qui s'écrivent sous cette forme. Donc voilà au moins une justification. Et vous voyez le lien avec cette idée d'approcher des fonctions par des polynômes. Ok, alors, donc de manière générale, l'objectif de ce cours, ça va être d'étudier les séries de fonctions, on y reviendra, qui s'écrivent sous la forme somme n égale 0 à plus l'infini des an x puissance n. Alors je ne devrais même pas avoir le droit d'écrire cette formule parce que rien ne dit que cette série converge pour un x donné, on va y revenir, mais bref, supposons que cette série converge pour certains x, qu'est-ce qu'on peut dire de cette fonction? Alors de manière plus générale, on va regarder des objets de cette forme-là, somme des an x moins x0 puissance n, mais via un changement de variable, on peut toujours se ramener à 0. Comme quand vous faites des développements limités, si vous voulez faire un développement limité en 1, vous pouvez toujours poser x égale 1 moins h et puis faire un développement limité en h égale 0 pour la nouvelle fonction. Donc en général, on étudiera ce genre de fonction parce que savoir étudier ça, c'est savoir étudier des fonctions avec x moins x0 puissance n. Ok, alors, ce qui est assez incroyable sur les séries entières, c'est d'abord comment ça peut apparaître dans des contextes qui n'ont a priori strictement rien à voir. Je vais donner deux exemples de ça. Donc là, je dirais d'un point de vue un peu appliqué. Premier exemple, c'est les probabilités. Imaginez que vous avez une variable aléatoire x,
et elle prend que les valeurs entières. Hein, donc elle est décrite par la probabilité que x égale petit n pour n appartenant à n. Okay. Par exemple, vous pouvez penser à la variable de Poisson, exponentielle moins lambda, lambda puissance n sur n factoriel. Ça, c'est un premier exemple de variable aléatoire dite discrète. Vous pouvez penser vous pouvez par exemple penser à faire du style quelque chose de style binomial, par exemple, p puissance k 1 moins p puissance n moins k. Donc ça, c'est pour k plus petit que n. Alors, ça, c'est une mauvaise notation. Donc ça, ce serait n parmi p. Alors, comment faire de mauvaise notation? Donc ça, c'est probabilité que x égale à n. Ce serait n parmi k. C'est une notation pas très standard. P puissance n, 1 moins p puissance k moins n. Hein. Ici, donc, c'est une variable aléatoire binomiale de paramètres p et de paramètres, attention, petit k ici. Et donc, vous voyez, ça vaut ça pour n plus petit que k et puis 0 ensuite. Et puis, vous avez d'autres, par exemple, vous pouvez prendre un p, 1 moins p puissance n, disons, par exemple. Ça, ce serait des variables aléatoires géométriques. Enfin bon, bref, vous avez tout un tas d'exemples. Et un objet très important pour les variables aléatoires discrètes, c'est la fonction qui à x associe la somme des probabilités que x égale n. Ça, c'est une certaine suite, hein, je peux appeler ça an, x puissance n. Bon, vous pourriez dire, mais... alors, je vais peut-être appeler ça différemment. Je vais appeler ça z, disons. Donc, c'est une série entière, hein, ce truc-là. On va voir que c'est ce qu'on appelle une série entière. Ça peut paraître un peu bizarre de définir ça, parce que finalement, on n'a pas très envie de calculer ces objets-là, alors qu'on a déjà sous la main les probabilités que quand x égale n. Hein. Au passage, pour les plus intéressés par les probas, c'est simplement l'espérance de x... de z puissance x, ce truc-là. Ici, z appartient à 0,1. Mais ce qui est incroyable, c'est que cet objet-là, ça permet, quand on a des problèmes compliqués et qu'on a une variable aléatoire dont on ne sait rien dire, par exemple, on ne connaît pas la probabilité que cette variable aléatoire vale petit n, d'avoir des informations sur cette variable aléatoire. Par exemple, être capable de calculer son espérance, ce qu'elle vaut en moyenne ou sa variance. Un exemple typique pour ceux qui verront ça en proba, c'est la situation où vous prenez un modèle de dynamique des populations le plus simple. C'est le modèle historique qui s'appelle le modèle de Galton-Watson. Dans le modèle de Galton-Watson, c'est un modèle très simple de dynamique des populations, mais qui permet d'avoir de premières intuitions, où vous avez un premier individu qui donne naissance à un certain nombre d'enfants, selon une loi. Donc cet individu il a une probabilité donnée, fixée, d'avoir 0 enfant, 1 enfant, 2 enfants, 3 enfants, etc. Donc par exemple, mettons qu'il ait 3 enfants. Ensuite, chacun des enfants a un certain nombre d'enfants lui-même avec la même probabilité, avec la même loi de probabilité, et de manière indépendante du premier, et indépendante entre elles. Donc par exemple, le premier va avoir, par hasard, va pas avoir d'enfants, le deuxième va en avoir 2, et puis le troisième va en avoir 1. Et puis on continue comme ça. Et on peut se demander, au bout de n fois, combien en moyenne on a d'enfants, et essayer de répondre à ce genre de questions. Il se trouve qu'on passe par ce qu'on appelle les séries génératrices, donc par ces objets-là, par des séries entières. Qui peut paraître complètement incroyable, parce qu'on ne voit pas trop d'où peuvent sortir ces objets, mais là il faut un peu faire un peu plus de probabilité pour se rendre compte que c'est un outil très agréable, ces séries génératrices, quand on fait notamment des sommes de variables aléatoires indépendantes. Bon. Ça c'est un premier exemple. Je sais que j'effleure seulement le sujet, mais c'est pour vous dire, voilà, les séries entières apparaissent dans d'autres contextes. Je vais donner un autre contexte qui est plus un contexte informatique, algorithmique. Je dirais algorithme, peut-être algorithmique. Imaginez que vous avez un algorithme et vous vous intéressez à sa complexité. Et donc, AN, ça va représenter le nombre d'opérations pour un objet de taille n. Par exemple, vous faites un algorithme de tri pour un vecteur de taille n et vous notez AN le nombre d'opérations pour trier l'objet. Donc AN, c'est le nombre d'opérations nécessaires pour résoudre, pour appliquer votre algorithme à un objet de taille n.
Et souvent, si vous voulez avoir, ce que vous voulez, c'est avoir une formule pour AN, ou au moins un équivalent. Et donc, mais ce que vous avez, vous, c'est que vous allez dire, ah, mais en fait, si je trie, par exemple, une liste de taille n plus 1, c'est comme en trier une de taille n, et puis en faisant ci ou ça. Et donc, vous allez avoir une formule de récurrence. Par exemple, je sais pas moi, n plus 1 égale 2 puissance n, 2 à n, plus 2 puissance n. Voilà, j'invente quelque chose. Donc, vous êtes bien embêté avec ça, parce que vous, ce qu'il vous faut, c'est un équivalent pour n, voire le Graal, une formule pour n, si c'est possible. Et bien, aussi incroyable que ça puisse paraître, très très souvent, la manière d'obtenir une telle formule, c'est de dire bah, très bien, je vais considérer la fonction qui a z associe, qui sont à x associe, somme des n x puissance n. Je vais utiliser la formule de récurrence que j'ai, et ça va me donner une formule pour cette fonction-là, f de x. Et résolvant cette formule, je vais avoir f de x égale une formule explicite. Et à partir de là, je vais pouvoir obtenir une vraie formule pour les AN, ou au moins un équivalent. Donc là aussi, je ne rentre pas dans le détail, hein, dans le cours de série entière, il y aura des exercices typiquement où l'idée ce sera de faire ça, d'appliquer ça à des problèmes d'algorithmique typiquement. Donc d'un point de vue mathématique, juste on vous donnera une équation et puis on vous dira, essayez de trouver une formule des AN pour les AN en passant par les séries entières. Donc voilà, deux contextes totalement différents où les séries entières ont des applications directes. Rapidement, je voudrais juste dire un mot sur des propriétés un peu plus théoriques. En troisième année de licence, vous avez l'option de choisir de faire un cours, l'option ou l'obligation de faire un cours d'analyse complexe. L'analyse complexe, ça va être typiquement étudier ce genre de fonctions-là. Alors, en analyse complexe, en fait, vous allez prendre des fonctions définies sur C, à valeur dans C, et vous allez dire, ah bah tiens, je vais définir ce que c'est que pour une application f d'être dérivable dans C. Je vais faire comme pour R, je vais dire que f est dérivable si f de z plus h moins f de z sur h admet une limite quand h tend vers 0, et je vais appeler ça la dérivée de f. Bah, la propriété est complètement dingue. Hein, le fait qu'on est dans z, ça implique que par exemple, quand on fait tendre h, ici h c'est un complexe, hein, quand je fais tendre h vers 0, je peux le faire tendre comme ça, mais je peux aussi le faire tendre en faisant des tourbillons autour de l'origine. Bref, faire tendre h vers 0 quand c'est un complexe versus quand c'est un réel, ça n'a rien à voir. Donc demander que cet objet-là admette une limite quand h tend vers 0, ça doit être vrai, peu importe comment je fais tendre h. Et donc c'est une propriété beaucoup plus forte. Et le fait que ce soit une propriété beaucoup plus forte, vous allez montrer en analyse complexe qu'une fonction est dérivable au sens complexe, au sens ce truc-là admet une limite pour tout z dans C, alors f est, on appelle ça holomorphe, et donc dans le vocabulaire des séries entières, ce serait plutôt le mot analytique, mais en tout cas, alors forcément, quel que soit le point x0 de tout à l'heure, alors ici ça va être z0 puisque c'est un nombre complexe, nécessairement pour tout z0 appartenant à, disons à C si f est défini sur C, au moins autour de z0, on va pouvoir écrire f de z comme une somme des AN z puissance n. Ici, z moins z0 puissance n. Donc je ne vais pas l'écrire, mais pour tout z0 dans C, il existe une petite boule autour de z0, telle que f s'écrit somme des AN z moins z0 puissance n. Et donc, propriété complètement incroyable, il suffit juste d'être dérivable une fois pour les fonctions complexes pour s'écrire comme une somme infinie de polynômes, en fait, de monômes. Et cette propriété absolument démente, ça implique un certain nombre de choses sur la fonction. Par exemple, des fonctions qui s'écrivent comme somme des n, je reviens au cas réel, hein, ça c'était juste une petite excursion dans l'analyse complexe. Pour ces fonctions-là, vous allez avoir des propriétés complètement dingues, comme par exemple si une fonction est définie par une série entière, alors elle ne peut pas s'annuler sur un intervalle, sauf si c'est la fonction nulle. Okay, donc, et plus précisément, donc imaginez que votre fonction est définie sur un intervalle, je ne sais pas, moi qui contient 0 du coup, je sais pas, moins 1, 1. Vous avez le résultat suivant. Si jamais f s'annule le long d'une suite qui converge vers un certain point, alors forcément f, en fait, c'était la fonction nulle. Donc une manière un peu moins forte de dire ça, c'est que si par exemple vous arrivez à démontrer que f est nul sur un tout petit intervalle, tout petit, hein, il peut être de taille epsilon, alors en fait,
c'était une blague, f c'était la fonction nulle. Ça c'est une propriété complètement folle et très très spécifique aux fonctions qui s'écrivent comme des sommes, qui s'écrivent comme des séries entières, qui sont analytiques au sens un peu flou que j'ai défini pour l'instant. Donc voilà, beaucoup de propriétés assez surprenantes que vous allez voir revenir dans d'autres cours aussi en troisième année de licence. Et nous, on va s'attacher à vraiment l'étude précise de ce que c'est qu'une série entière, des propriétés de régularité qu'ont ces objets, et donner notamment dans les exercices des exemples d'application des séries entières, y compris par exemple pour la résolution d'équations de récurrence sur des suites. Comment à partir d'une équation de récurrence, et via les séries entières, on peut avoir une formule pour AN.